part aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Cash Out avec Poema 15 de Mercedes Sosa. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas y estás como distante. Et le cash out du jour, on le lance avec un entrepreneur qui a cédé sa boîte à Spotify. Il a choisi uniquement des liens Spotify, donc j'imagine que la session et l'intégration se sont bien passées. Il n'y a pas un cash out sans mon fidèle compère, co-host Sacha Doliner. Ravi de te retrouver, Sacha. Salut Tom. On a également à nos côtés le plaisir de retrouver Aymeric Duboulet. Ravi de te retrouver. Bonjour Thomas, bonjour Damien, bonjour Sacha. Je rappelle que tu es banquier privé chez notre partenaire Neufliso BC. Et enfin, évidemment, un cash-out sans entrepreneur, c'est pas un cash-out. Bonjour, ravi de t'avoir avec nous, Damien Tardieu. Merci. Bonjour Thomas. Bienvenue bonjour. Damien. Bonjour Sacha. Bonjour Aymeric. Si je pitch... Niland, ta boîte, donc cédée à Spotify entre 20 et 30 millions d'euros. C'est ce que tu peux pas commenter comme souvent. En tout cas, c'est les infos qu'on a. C'est une API de recherche et de reco musicale basée sur l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on a mis tous les buzzwords. À l'époque, ça n'en était pas. À l'époque, on disait pas intelligence artificielle, ouais. Et fallait pas dire API. On pouvait, si, API, si, c'était quand même la grande époque justement des API et des SaaS et tout ça. Donc on s'est inscrit là-dedans et on disait pas intelligence artificielle, on disait machine learning puis deep learning parce que au début des années 2000, il y a eu des promesses d'IA qui n'ont pas été tenues et peut-être que c'est en train de recommencer, je ne sais pas. Ce que je trouve intéressant à partager, puis après, évidemment, on va raconter toute l'histoire, c'est que vous étiez seulement 7. On était 7, 8 en réalité. 3 cofondateurs, Christophe Charbuet, Johan Pagès et moi-même. Et ensuite, tous des plutôt jeunes développeurs et chercheurs. Et un jeune commercial qui nous a accompagnés plutôt vers la fin pendant 1 an. C'est... pas souvent, je me demande même si c'est pas la toute première fois où on a d'abord un chercheur, évidemment entrepreneur, mais c'est une approche qui est différente aussi. C'est pas les mêmes codes, mais en même temps, on a un produit de dingue et on va raconter l'histoire et comment tout ça a grandi. Juste, je t'ai demandé de choisir une musique pour ouvrir ton épisode et t'as choisi celle-là. Pourquoi? Ah, celle-là, Poema 15 de Mercedes Sosa, merci. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est une des chansons que je mets dans la playlist pour endormir ma fille de 7 mois. Parce que ma compagne est hispanophone et j'ai mélangé dans la playlist de l'anglais, de l'espagnol et du français. Ensuite, parce que Mercedes Sosa a quelque chose que j'ai découverte à cette occasion, en fait, est une chanteuse d'Argentine qui était très, très engagée pour une porte-parole de la lutte contre l'injustice sociale et les discriminations des peuples autochtones en Argentine, qui a dû s'exiler d'Argentine pendant la dictature et qui est revenu après, etc. Donc, c'est un personnage que j'ai trouvé très inspirant et qui me rappelle en même temps ma fille et ma compagne. On en parlera après, mais aujourd'hui, ton temps, ton esprit, tes talents, tu les concentres beaucoup autour de sujets impact. Oui. Mais on en parlera après. On va raconter la session de Niland à Spotify et on va plonger tout de suite le jour J, celui de la signature. Ce jour où il y a un avant et un après pour la boîte, mais aussi pour l'entrepreneur, les entrepreneurs. Te souviens-tu de toi
c'est la question qui est posée par Sir Alice. Une musique découverte grâce au reco Spotify? Non. Ça commence tranquillement. Non, mais j'ai l'impression qu'on va faire un épisode un peu en mode concrète. En mode tranquille. Je peux expliquer. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que tu es très apaisé. J'essaye, mais c'est un travail. C'est un choix. Je pense que je suis quelqu'un d'assez anxieux en réalité. Okay. Mais que du coup, je m'entoure de choses... J'essaye de m'entourer de choses plus calmes, ça m'arrive. Et là, en l'occurrence, Sir Alice, c'est surtout parce que c'est d'une part quelqu'un que je connais depuis 2004, qui m'a accompagné sur tout pendant ma recherche, après pendant la vie de l'entreprise. C'est-à-dire que tu te mettais ça dans les oreilles et tu codais. Non, c'est une amie. Ah, ok, pardon. Et c'est elle qui m'a vraiment aussi, grâce à elle, que j'ai connu l'industrie musicale, que j'ai pu comprendre comment ça fonctionnait en partie, etc. Et puis, je crois que c'est parce que la question était aussi le jour de la session. Ouais. Pour moi, il y avait plusieurs choses le jour de la session. En fait, déjà, je ne m'en rappelle pas spécialement. J'ai pas beaucoup de souvenirs du matin. J'ai regardé des photos hier. J'ai vu que j'avais mis un costume. Je n'en ai pas le moindre souvenir. Et je pense qu'à ce moment-là, je pense beaucoup à l'équipe et à mes amis parce que c'était le plus important pour moi à cette époque-là. Et puis, te souviens-tu de toi? En cherchant, c'est la semaine dernière, il y avait cette idée. Le changement est tellement énorme dans ta vie quand tu fais une acquisition comme ça, qu'il y avait une histoire de pas se perdre, je pense. Et donc les amis. C'est quoi les questions qui te traversent, qui t'amènent à te dire attention, faut pas que je me perde? C'est quoi la crainte ou les projections que tu te fais? Il y a la question de l'argent qui vient tout de suite, évidemment. Ouais. Et ça, le jour J, tu penses à ça? Mais en fait, j'y pensais avant parce que j'étais donc depuis un bon moment pendant l'aventure entrepreneuriale, j'étais suivi par un psy parce qu'il est arrivé un moment en fait où je me rendais compte que raconter à ma famille ou à mes amis, d'une, ils comprenaient pas forcément, et de deux, ils en avaient au moins... Enfin, au bout d'un moment, c'était trop... Enfin, sinon, je répétais tout le temps la même chose. Donc, autant raconter ça à un professionnel. Qui est obligé d'écouter. Qui est obligé d'écouter. Tu payes. Et ça m'a forcé à prendre tous mes mercredis matins pendant une partie du mercredi matin pour prendre soin de ma santé mentale. Et à elle, on discutait c'était pendant la session, c'est très étrange, cet état de je suis en même temps CEO, mais en même temps peut-être vendu, en même temps riche, en même temps pas riche. Il y a une sorte de double état quantique comme ça, où on ne sait pas trop comment se positionner soi-même. Parce que c'est le chat qui est vivant ou qui est mort, et tu sais pas encore ce qui va se passer quand tu ouvres la boîte et quand elle va se vendre, quoi. C'est comme ça que je le ressentais à ce moment-là. Et donc mais après on a justement avec cette personne on a travaillé. Elle me disait mais de toute façon qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Alors je disais je voudrais vivre à la montagne, faire le tour du monde en bateau, je sais pas quoi. Elle m'a dit mais vous avez besoin d'argent pour ça? Pas spécialement. Donc ça va rien changer. Non en fait. Et alors, je dis pas que ça n'a rien changé à ma vie, ça a tout changé à ma vie, mais elle m'a permis, de relativiser, ouais. Ça, on va y revenir après, mais donc la session, c'est un quel jour, tu te souviens? Le 4 ou le 5 mai. Et le jour, non. Et le mercredi d'avant, le matin, avec cette psy, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez parlé? Est-ce que tu t'es préparé psychologiquement à ce jour J? Est-ce que non. Comment ça va? Non. Le jour J, c'était assez facile, parce que je pense que c'est plus comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, on était donc chez, je me rappelle plus dans quel locaux on était, chez notre avocat peut-être. Non, chez l'avocat de Spotify. Et il y avait une table de, je sais pas, 5 ou 6 mètres de long, remplie de documents.
J'ai la photo, il y a, je sais pas, c'est complètement fou le nombre de documents qu'il y avait. Et aujourd'hui, c'est tout en signature électronique. Et après le psy, t'as dû prendre un kiné. Voilà, pour le poignet. On a fait 2 heures de signing, je crois. Tout à la main, parce qu'en plus, il y a des trucs qu'il fallait paraffer. Alors, heureusement, il y avait des trucs qu'ils avaient... Enfin bref, ça a pris 2 heures de signature. Ouais. Et non, en fait, c'est plutôt le relâchement, je pense, ce jour-là. Puisque tout est réglé. Enfin, il y a pas... Il y a quand même toujours ce sujet, on l'a vu. Alors, il y a des fois où, quand même, t'as tous les signaux qui sont verts et tu sais que, bon, il n'y a plus de sujet. Mais il peut arriver, il est arrivé que même le jour J, il y a encore des négos, quoi. Non. Là, c'est pas le cas, tu sais que tu vas tranquille. Pourquoi tu mets, pardon, excuse-moi Sacha, pourquoi tu mets un costume? Tu t'en rappelais pas, mais tu revois les photos, tu mets un costume. Là, aujourd'hui, je pensais que c'est comme ça que tu bossais aussi, on est en t-shirt. Ce jour-là, t'as quand même envie d'en faire un... C'est pour les autres ou c'est pour toi? C'est pour les autres, probablement, parce que pour moi, je mets rarement un costume. Mais non, je pense que je savais pas qui j'allais rencontrer en face. Je savais pas qui représenterait Spotify. Mais en même temps, si ça avait été Daniel Ek, il aurait probablement pas été en costume. donc je sais pas. C'était encore à l'époque. Je sais pas ce qu'on fait maintenant, mais pour les moments importants, on mettait des costumes. Ouais. Tu vas le rencontrer, Daniel Ek, dans toute cette aventure? Jamais. Jamais. Non. Il y aura qui de chez Spotify, là? Là, c'était un représentant légal. J'ai même oublié son nom, je suis désolé pour lui, mais juste un avocat. Ok. Je t'ai coupé un Sacha, mais donc t'as ces 2 heures de signing à la mano, une fois que c'est fini. Alors, bon, j'imagine la photo avec tout le monde, peut-être la coupe de champagne aussi. Vous sortez de là avec tes 2 associés. Il y a peut-être d'autres gens de votre côté. Vous vous dites quoi? Eh ben, j'ai un blanc. Je sais pas. Tu te rappelles pas? Non. En fait, je suis pas du tout sûr. Et je sais qu'après, il me semble que c'est ce jour-là. Je suis allé retrouver un ami au Louvre, parce qu'il faisait très beau. C'était le 4 mai ou 5 mai. Il faisait très beau et on est allé boire un cocktail en terrasse à 14h, je crois, avec un ami. Et après, je pense qu'on a fait un break, mais je suis pas sûr, avec l'équipe. Et on s'est retrouvés plus tard au bureau, il me semble. J'ai le souvenir d'aller chez un caviste et d'acheter plein de trucs, genre prendre tout. Tout, ouais. Mettez-moi un peu de tout. et de se retrouver au bureau, il me semble, parce qu'au bureau, on avait installé des tables de mixage. Mon associé Christophe adorait mixer. Donc, en fait, on a commencé la soirée comme ça. À 8. On commence comme ça. Après on est sortis. Voilà. En fait, c'est la fin de la soirée qui fait que tu te souviens plus forcément de tout déroulé de toute la journée. C'est possible parce que je pense qu'on a fini dans un club, mais c'est pas à cause de l'alcool. Vraiment, je sais plus. C'est l'euphorie. T'es avec ton ami, je sais pas, c'est un ami de longue date ou qui t'a suivi peut-être depuis l'enfance ou l'adolescence. Tu lui dis quoi? Tu lui partages ça? Parce que c'est des discussions déjà qu'on a parfois avec les entrepreneurs à ce micro, mais que beaucoup d'auditeurs aussi nous disent, mais n'hésitez pas à leur demander parce que ça nous intéresse, si ça nous arrive, c'est des questions qui se posent. Comment tu prépares ou n'annonce pas trop, reste discret vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des proches, avec tu vois toutes les questions que tu te posais, riche, pas riche, etc. Est-ce que ça va dénaturer les relations? Enfin, c'est ce genre de questions aussi qui peuvent se poser. Et ensuite, les réponses sont toujours très personnelles. Là-dessus, je crois que j'ai toujours été très ouvert. Non, pas de. Je dis ça à tout le monde. Enfin, tous ceux qui voulaient savoir. Il y a des gens que ça intéresse pas, d'autres que ça intéressait. Voilà. Et à aucun moment pendant cette journée, avant que le closing soit terminé, entre le réveil et la fin de la réunion de closing, à aucun moment t'as été stressé d'un truc qui aurait pu arriver que t'as pas prévu parce que... Sûrement, mais je sais pas. Ouais, d'accord. le nœud de la cravate. Vraiment, j'ai oublié tous les moments de stress et tout. Je suis sûr que je rends tout ça beaucoup plus positif et fluide que ça n'était. Le cerveau humain. Ouais.
juste, je reviens sur ce cocktail que tu prends avec ton ami d'enfance. Tu vois le chemin parcouru aussi du gamin que t'étais. Enfin, il y a ce sentiment, à un moment d'achèvement. Non. Non, ça, de manière plus rigolote et plus cliché. À cause du cliché, ça nous a fait rigoler. Quand on arrive, enfin pas directement quand on arrive à New York, mais quelques mois après notre arrivée à New York chez Spotify, Spotify déménage dans le World Trade Center 4. Notre bureau est au 69e étage ou 68e. Et on contemple l'océan comme ça depuis notre fenêtre. Et il y a un côté tellement cliché de réussite, série américaine. Que voilà, moi ça me faisait rigoler. Mais malgré tout, il y avait la sensation d'un truc parce que faire des recommandations tous les matins pour, je sais plus, alors la croissance de Spotify est tellement folle que peut-être quand on est arrivé 200 millions d'utilisateurs et quand on est parti 500 millions, enfin, on faisait des recommandations pour ce nombre de personnes tous les jours. Oui, depuis notre bureau, le chemin parcouru depuis Agoranov et notre bureau dans le 20e a été assez grand à ce moment-là. Je propose qu'on fasse un petit flashback pour revenir sur les débuts de l'aventure, comprendre justement ce qu'était Niland. Et pour ça, on part avec réponse section 1 de Pierre Boulez. Avec les algos que tu as créés, je pense qu'on va me proposer de nouvelles musiques maintenant. Tu peux me parler de ce choix ? Ouais, ce choix, il est assez simple. Pour moi, c'est que Pierre Boulez, c'est le fondateur de l'IRCAM, un très grand compositeur de musique contemporaine et un très grand chef d'orchestre. L'IRCAM, c'est ce centre de recherche entre chercheurs et compositeurs. On avait reçu Nathalie Birocho d'IRCAM Amplify. C'est fabuleux ce qu'ils font sur le son. Et pour moi, c'était une époque magnifique dans ma vie, entre 2003 et 2011, grosso modo. Ma thèse, un postdoc, et la découverte de tout un univers de travail entre des chercheurs et des artistes. Et voilà, je voulais juste rendre un hommage à Pierre Boulez et à l'IRCAM pour nous avoir permis de lancer ça. Et aussi parce que cette œuvre Réponse en particulier est un mélange entre instruments et électronique. Voilà. Donc, tu es à l'IRCAM, tu débutes tes recherches à l'IRCAM. Comment à la fin, comment ça va devenir la boîte ? Je sais pas s'il y a un lien direct ou si vous êtes sortis puis vous avez monté ou si la naissance, la genèse a pris forme au sein de l'IRCAM. Non, il y a un lien absolument direct. On était... donc ça, c'était en postdoc. On faisait une recherche avec Christophe, mon associé, Christophe Cherbuet, sur comment décrire une musique par le signal audio, trouver à quoi elle ressemble ou qu'est-ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a de la guitare? Est-ce qu'il y a de la voix? Est-ce que c'est triste? Est-ce qu'il y a... Quelle émotion, quel genre, etc. Quelle vibration. Et on faisait ces recherches-là avec Christophe dans le cadre d'un projet qui s'appelait Quaero, qui était un très grand projet français financé par l'État et par l'Europe, je crois, pas sûr. Et en fait, Christophe, qui était un chercheur, probablement le meilleur que j'ai jamais rencontré, avec qui j'ai jamais travaillé, venait du milieu du robotique et de la détection de locuteurs. Donc, il travaillait sur comment reconnaître qui parle au téléphone. Et c'était des algorithmes totalement différents de ceux de la musique. Donc, il est arrivé, il a dit non, ce que vous faites dans la musique, on va arrêter, et puis on va récupérer ces trucs de machine learning là qu'on a utilisé, et on va les appliquer à la musique. Et donc, on a fait ça ensemble, et surtout lui. Et en fait, il y avait une grande compétition internationale d'algorithmes, de ce genre d'algorithme, qui s'appelle Mirex, et qu'il a gagné en détection de similarité, donc savoir si deux musiques se ressemblent. Et moi, j'étais deuxième pour le tagging, c'est-à-dire savoir ce qu'il y a dedans. Et là, vous dites, on fera un beau duo, le numéro 1, le numéro 2 ? Surtout, on s'entendait vraiment extrêmement bien dans notre manière de faire de la recherche.
et en dehors. Et après, ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait ensemble. Et là, il y a des gens d'une autre start-up, d'une autre entreprise dans le milieu de la musique. C'est pas grave si on n'a pas le nom. Qui est venu et on s'est dit, tiens, pourquoi pas nous? Et je me rappelle exactement ce moment devant l'IRCAM, là, devant les fontaines Tinguely et... ma mémoire me fait défaut aujourd'hui. À dire à Christophe, tiens, mais est-ce qu'on n'essaierait pas de monter une boîte? Et du coup, on a essayé, on a rattrapé ces 2 gars et on leur a demandé comment vous avez fait. Et ils nous ont donné la recette. Alors d'abord, faut faire ça, faut aller à Goranov, machin truc. Et on a suivi leur recette, en tout cas au début. Et eux, c'était des chercheurs aussi? Non. D'accord. Non. D'accord. Et comment, quand t'es chercheur, t'as pas forcément le background de l'entrepreneur, comment tu... C'est un saut, quoi. C'est un saut dans le vide un petit peu. Comment tu prends la décision de dire je vais monter une boîte et avec quel... Ce qui m'intéresse, c'est aussi avec quel but aussi à ce moment-là, quoi. Ouais. Alors, le but, nous, on en avait... Enfin, moi, perso, et Christophe aussi, je crois, on en avait un peu assez que l'utilisation finale de nos recherches, ce soit un papier de conférence qui soit lu par nos pairs, mais c'est tout. Et donc, rendre ça tangible. Ouais. T'aurais pu publier tes thèses de doctorat ou tes thèses post-doc. Ouais, mais c'est ça. Mais enfin, je voulais. On faisait des algorithmes quand même qui avaient un usage, et donc j'avais envie de voir ce que ça faisait que des gens l'utilisent pour de vrai. Et donc c'était vraiment ça le but premier. Et ensuite, donc pour faire le mouvement vers chercheurs, à cette époque et encore maintenant, il y avait quelques institutions. À Goranov en particulier, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ici, mais c'est un incubateur incroyable à Paris où il y a des énormes boîtes qui sont sorties, qui sont fondées en même temps que nous par ailleurs. Ouais. Et qui accueillait vraiment beaucoup de chercheurs. Donc, on échangeait entre chercheurs sur comment faire. Il y avait donc Agoranov d'un côté qui nous aidait là-dessus, avec David Argeliès qui nous accompagnait au quotidien. Enfin, régulièrement. Et il y avait un fonds d'investissement créé par Sophie Pelat et d'autres qui s'appelait IT Translation, qui était une sorte d'émanation de l'INRIA, où le but, c'était justement d'aider les chercheurs à démarrer. Et en fait, ils étaient au capital de notre entreprise à la création. Et ils nous aidaient, là, pour le coup, quotidiennement, quasiment. Eux, ils avaient conscience de ce qu'étaient les obstacles pour les chercheurs et ils nous aidaient à les surmonter. Mais en revanche, je pense que chercheurs, on a une sorte de liberté et d'indépendance qui, quand même, favorise, en fait, l'entrepreneuriat. Après, qui favorise l'entrepreneuriat, et le fait, moi, de travailler avec des artistes à l'IRCAM avait aussi, quelque part, aiguisé mon sens du produit, quoi. Mais vous vous êtes pas dit à ce moment-là, peut-être qu'il faut qu'on s'associe avec un entrepreneur, peut-être qu'il faut qu'on aille chercher un profil qui va être différent d'une autre, ou c'est quelque chose? Non, mais c'est surtout qu'on a eu une chance infinie de le rencontrer presque sans faire exprès. Ouais. Johan Pagès. Mais vous posiez pas cette question à ce moment-là. À ce moment, vous étiez en train de foncer, quoi. Ouais, on se posait pas la question dans ces termes, je crois. D'accord. Mais je sais que quand on a rencontré Johan, qui était donc entrepreneur en résidence à Agoranov, donc qui était un programme exprès pour ça, il a travaillé avec nous d'abord, payé par Agoranov. Il travaillait avec d'autres entreprises à l'intérieur de l'incubateur. Et puis au bout d'un moment, on lui a proposé de nous rejoindre. C'était vraiment le but de ce programme. Et donc, il a cofondé avec nous. Je trouve que c'est une thématique qui est intéressante parce que il y a beaucoup de startups en France qui ont été créées par des chercheurs et c'est pas toujours simple. Et souvent, effectivement, à un moment donné, alors il y en a qui ont réussi sans s'associer avec d'autres profils ou des entrepreneurs. Il y en a qui ont été le chercher au début, il y en a ça a été une rencontre comme tu viens de décrire, et d'autres ça s'est fait en cours de route à un moment donné où
la boîte commençait le produit était là, mais il fallait commencer à le commercialiser, etc. Et là, ils avaient besoin du fameux profil complémentaire. Au moment, pardon, j'accélère un peu, hein, parce que l'idée, c'est quand même d'aller sur la session, mais à ce moment-là, vous lancez, vous avez ces algos, il y a des concurrents en face. C'est quoi les solutions alternatives, juste pour comprendre le positionnement et le produit final de Niland? Ok, alors nous, on vendait donc une API de recherche et de recommandation pour les gens qui vendaient de la musique. Et donc, les utilisateurs, Les utilisateurs, c'était plutôt les médias. Ouais. Les télés, les pubs, la pub et tout ça. Et entre ces gens et nous, il y avait les détenteurs de catalogues de musique dédiés aux médias, dédiés à la pub, dédiés à la télé. Et eux, ils avaient des très grands catalogues qui ne sont pas sur Spotify, qui sont des catalogues exprès pour ça, dans lesquels il est assez dur de naviguer, en fait. Donc, les concurrents, c'est du tagging à la main. Donc, les gens qui créaient ces musiques ou qui les achetaient, les taguaient et disaient dedans, il y a de la guitare, c'est joyeux, etc. Et quelques entreprises qui essayaient d'automatiser ça, mais ça marchait jamais très bien. Et d'ailleurs, pendant l'histoire de la boîte, c'est pendant l'histoire que ça s'est mis à marcher vraiment, en fait. C'est-à-dire qu'au début, c'était limite. Donc, au début, on arrivait à convaincre des gens, mais pas à tous les coups. Et au fur et à mesure de l'histoire de l'entreprise, il y a le deep learning qui est arrivé en 2013, qu'on a adopté. Et là, on a fait un saut, on a augmenté de 70% les performances, je crois. Et là, d'un seul coup, on a senti que ça allait, qu'on arrivait beaucoup mieux à vendre. Alors, justement, on a saisi le cœur, pas évidemment tout, mais de l'activité de Niland. Et je veux qu'on passe à la suite, mais il y a une question, je pense qu'on se pose tous, hein, en tant qu'entrepreneur, et peut-être d'ailleurs derrière vos oreillettes, si vous nous écoutez sur Spotify ou d'autres plateformes podcast ou sur YouTube. Et cette question, je crois que c'est celle d'Emery, que je te propose de la poser directement à Damien. Damien, ma question, c'est quel a été pour toi le moment Eureka, le moment où tu t'es vraiment dit que tu avais construit quelque chose de spécial, et comment ça a influencé la suite de l'aventure? Je pense que il y a eu peut-être 2 moments Eureka. Un moment où on avait notre premier ou deuxième client probablement, qui était quelqu'un qui nous avait trouvé sur Twitter, qui vivait à Saint-Louis dans le Missouri. Son CTO était un pasteur protestant. Il avait une petite boîte de musique qui vendait pour la pub ou des choses comme ça. Et on avait donc créé toute une plateforme avec une interface et tout ça. Et il nous a dit non, votre plateforme, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je veux que le moteur qui est derrière. Virez toute cette plateforme et je vous paye juste le moteur et sous forme d'API, en fait. Et le fait que cette personne super loin qui nous avait trouvé un peu par hasard nous dise exactement quoi faire, on s'est dit mais en fait on avait tout faux depuis le début. Donc on va enlever tout ce qu'on avait pensé en interface et on va vendre qu'une API. Ce qui au fur et à mesure a été la bonne idée, et c'est ce qu'on a vendu le plus. Toujours écouter ses clients. Toujours écouter ses clients. Et après, il y a eu un autre drôle de moment qui s'est confirmé plus tard. On avait fait un post de blog sur la manière dont on faisait du machine learning, de l'intelligence artificielle chez nous, en interne, de manière distribuée, de manière très organisée, très automatisée aussi. Et on avait fait ce post et on le lance, et le lendemain matin, on revient et Johan, mon associé, regarde Google Analytics et dit merde, Google Analytics est encore cassé. Et il zoome et il fait mais non, c'est pas du tout cassé. On a 1500 vues en Californie. Et en fait, on était très très surpris. C'était en 2016, on parlait d'un truc hyper niche. Et je sais pas comment ce post de blog sur notre manière de faire du machine learning a été très très repassé, partagé, merci. Ouais. En Californie, ça nous a fait un nombre de vues complètement démentiel par rapport à ce que notre blog faisait d'habitude, qui était plutôt de l'ordre de 30. Et là, ça, c'est les signaux faibles qui n'en sont pas. Voilà. Et en fait, ça s'est beaucoup confirmé après dans l'acquisition, où c'était vraiment notre manière de travailler qui intéressait l'acquéreur.
Tu le sais, Damien, on aime bien partager les réussites, mais on aime bien aussi rappeler que ça se fait pas en un claquement de doigts et qu'il y a des moments de doute, il y a des moments compliqués. C'est quoi le moment un peu charnière où vous avez été dans le dur? S'il y en a eu? Si, ouais. J'imagine. Non, je pense qu'il y a eu un moment, je pense que c'est donc on a commencé vraiment la boîte en 2013, on avait commencé le projet en 2012, et il y a un moment, je pense que c'est 2015, mais je suis pas sûr, peut-être 2014, où en fait, moi, j'avais jamais fait de management de ma vie, j'étais chercheur, enfin, j'ai aucune idée. C'est quoi des gens? Les gens, alors on travaillait à plusieurs en tant que chercheurs. C'est pour ça qu'avec mon associé Christophe, on a trouvé ces algorithmes. D'ailleurs, c'est vraiment notre manière de travailler à deux qui a fait, je pense, une des clés du succès. Une des clés de ces algorithmes. Mais moi, j'étais complètement dépassé par la gestion au quotidien des chercheurs et des développeurs. J'arrivais plus à trouver le temps de rien faire d'autre. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on est allé voir notre investisseur IT Translation, en particulier Sophie Pella, et qui nous a dit, mais vous savez, il y a des méthodes. Par exemple, ça s'appelle la méthode agile, ou ça s'appelle le développement continu. Et en fait, on est allé voir tous les gens du portefeuille d'IT Translation, enfin en particulier Radar, et d'autres gens qui nous ont expliqué comment on faisait de l'agile et comment... Radar, c'est François Bancillon, non? C'était qui Oui, mais je sais. Alors, ok, mais on l'a eu, c'est première année, première saison. Oui, ils sont venus. Ouais. Et donc, ils nous ont expliqué, plusieurs personnes nous ont expliqué comment faire de l'agile, etc. Et moi, ça m'a permis de me dégager d'une énorme part de la gestion, parce qu'en fait, je faisais du micromanagement sans le savoir, et de m'éloigner énormément de la gestion quotidienne, et que je crois la boîte avance mieux et de manière plus légère, quoi. Tu penses à continuer comme ça, c'était mettre la boîte en péril? Bah oui, ouais. et moi. Aussi. Après, évidemment, il y a eu des moments de cash un peu difficiles, mais évidemment, avec le recul, on embellit tout, donc je pense que j'ai on oublie, ouais. Et heureusement. Mais je sais que juste avant la session, on avait presque plus... Enfin, on allait devenir break-even, mais on était très bas. C'était serré. Écoute, Damien, tu me permets une transition parfaite parce que justement, on va aller dans le cœur de cette session, des négociations. Et pour parler toute cette phase, tu as choisi de nous proposer de partir en voyage auditif avec Twin Peaks de Angelo Badalamenti. Presque. J'ai bien dit? Pas mal, allez, on envoie. C'est smooth hein, ce matin. Je sais que beaucoup des auditeurs nous écoutent pendant leur footing. Là, on est en train de tuer leur cardio. Là. Ah ouais. Vaut mieux l'écouter pendant une méditation. Mais mettez-le, ouais. En nageant, t'as des oreillettes maintenant qui vont sous l'eau. En nageant, c'est pas mal. Il y a un côté grand bleu, là. Musique de film. Comment? Musique de film. Ouais. T'as choisi cette musique pour parler de toute la phase de négo. Mais avant la négo finale avec Spotify, il y a d'autres approches. Il y a d'autres approches, d'autres acteurs. Oui, alors je peux expliquer comment tout ça commence. Ouais. En gros, en 2016, tout roule plus ou moins. Ça se vend à peu près tout seul. Donc, on a un commercial qui est venu, Alban. Et du coup, j'ai du temps. Et Johan aussi. Et on fait 1 an de strat avec le board, grosso modo. Dans mon souvenir, encore une fois, tout ça est probablement un peu faux. Et donc, avec Johan, on réfléchit sur plein de verticales. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire grandir la boîte? Parce que sur notre vente d'API, on voyait qu'on pouvait faire 1 million d'ARR dans 1 an ou 2, ou quelque chose comme ça, peut-être 2 millions. Ouais. Mais on allait plafonner, quoi. Et la question qu'on se posait avec le board, dans lequel il y avait nos business angels, Frédéric Monvoisin, Fabrice Dumont et
Sophie Pella, donc l'investisseuse, plus Bruno Van Rieb, qui était dans le board en tant que non-investisseur. Il y a beaucoup de reconnaissance dans tout ce que tu livres là depuis tout à l'heure, l'envie de remercier chaque personne qui a contribué à cette aventure. Non, mais c'est vrai. Ouais, il faudrait que je cite le nom de tous les membres de l'entreprise. Si tu veux, on fait un générique de fin avec tous les noms. Ouais, je connais quelqu'un qui a fait ça il y a pas longtemps. Oui. Mais non, et donc dans le board, en fait, on fait de la strat et on présente des verticales dans le broadcast, donc la radio, dans l'automobile, dans plusieurs choses comme ça. C'est quoi qu'il y a à faire dans l'automobile ? À l'époque, il n'y avait pas CarPlay, en fait. Donc, il y avait toute cette idée-là. Je ne sais plus si on a fait l'automobile ou les devices Amazon Echo et tout ça. Tous les Alexa et tout ça. Voilà, il y avait tous ces systèmes, en gros, sans les mains. Que ce soit l'automobile ou les Amazon Echo, etc., peut-être qu'on avait quelque chose à faire en mélangeant l'audio, la musique et le podcast. Donc, on avait aussi commencé à étudier cette verticale du podcast, etc. Et à chaque fois, en fait, c'est Bruno Van Rieb, justement, qui, à la fin, à un moment, dit écoutez, les gars, c'est super, hein, vraiment, vous avez des super idées. En revanche, à chaque fois que vous me les présentez, il faut changer la totalité de l'industrie musicale. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir celui qui est en train de le faire. Plutôt que vous, depuis votre bureau du 20e arrondissement. C'est les Apple, les Spotify, tous les gros. Voilà, et donc à ce moment-là, on gagne un concours qui s'appelait France Isaïe, qui nous paye un voyage en Californie, pour aller lever des fonds. On a un peu menti à ce moment-là à France Isaïe. Est-ce que vous ne leviez pas de fonds ? On ne pouvait pas. Alors là, le gars, il nous a dit, j'ai vu votre dossier, franchement, vous ne lèverez jamais. Et j'étais là, je ne suis pas là pour ça, c'est pas grave. Et en fait, à ce moment-là, voilà, on décide avec le board et Bruno nous dit, on va essayer de vendre maintenant, quoi. Et nous, on avait noué des contacts avec Spotify et puis par notre passé de chercheur, on avait tous les chercheurs, ils étaient chez Apple, chez Amazon, chez Google, ils étaient tous dans ces boîtes-là. Et donc, on envoie des mails, quoi. C'est quoi la teneur du mail ? C'est très direct ou c'est comment tu vas ? Non, parlons-nous. Les mails, c'est plutôt tiens, on est en Californie, on travaille là-dessus, est-ce que ça vous dit qu'on vous présente notre travail, quoi ? Avec toujours un peu la peur qui nous accueille juste pour prendre notre savoir, mais en fait, on s'en fichait complètement. Hein. On leur a donné une partie, évidemment pas les trucs importants, mais juste pour donner l'idée de l'avance qu'on avait dans le milieu l'usage possible, bien sûr. Dans le milieu du deep learning et de la musique. Et donc, on a été plus ou moins accueillis partout. Donc, on a vu les bureaux de tout le monde. C'était assez agréable. Et leurs différentes politiques, les ambiances de ces boîtes se voient quasiment directement, la différence entre Amazon, Google, machin, Apple et tout ça. Et alors, parce que moi, je connais pas beaucoup de monde qui les a tous faites. Tu as ton classement, ton podium. En fait, moi, c'était assez simple. J'avais pas envie d'aller vivre en Californie. L'idée du commute tous les jours entre San Francisco et machin, là, Palo Alto et compagnie, ça me faisait pas rêver. Vivre dans une maison à Palo Alto, qui est par ailleurs inaccessible financièrement, me faisait pas rêver non plus. Et par contre, Spotify, c'était dans le centre de New York, quoi, dans Manhattan. Donc voilà. Attends, c'est fou. Me dis pas que tu as juste choisi Spotify parmi les autres options que vous avez eues. Alors non, il y avait... Pour une question pratique de pistes cyclables et d'accessibilité en métro. Quasiment. Non, juste pour finir, pourquoi Badalamenti et Twin Peaks, c'est juste que... Je vais revenir, hein. Tu reviens sur la boîte. C'est juste que j'ai choisi celle-là parce qu'en fait, pendant ce moment où on est en janvier à faire le tour de tout le monde, là, il y a 3 jours fériés aux États-Unis. Bon, enfin, il y en a. Et donc, on part en road trip avec mes associés dans les forêts et les montagnes du Yosemite et tout ça. Attends, je remets un peu de son pour se remettre dans l'ambiance des montagnes et de l'ambiance entre associés. Je crois que Thomas, tu te rends pas compte de faire du vélo à San Francisco. Non, je suis jamais allé. Tu mesures pas la pente. Et donc voilà, en cherchant aussi, j'ai retrouvé des vidéos de ce road trip dans les forêts du Yosemite, ou à côté, je sais plus, où je filmais la route avec cette musique. Tu peux continuer de parler, mais c'est presque l'épopée entre associés.
On a bien rigolé pendant ce road trip. Oui, on a fait Enfin, c'était très drôle. Là, tu es déjà dans ce double sentiment de potentiellement on va réussir à vendre et non, vous y êtes pas là. Pas du tout. Là, vraiment, moi, ça me paraissait totalement absurde de vendre. À l'époque, en 2017, des exits en France, il n'y en avait pas. Enfin, il y en avait, mais... Il y en avait, mais pas des... Pas tant que ça aux États-Unis, etc. Et puis nous, vraiment, on était une mini-boîte, quoi. On croyait qu'on... Déjà, les gens, vous sentez pas sur une levée de fonds, donc pour vendre la boîte... Voilà. Et l'accroche a été étonnamment rapide, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu des retours après notre première visite assez rapidement de plusieurs d'entre eux, quoi. Donc c'est quoi? C'est combien de jours de roadshow où tu vas présenter à tout le monde? 4. Sur 4 jours. On est resté 2 semaines, parce qu'ils ne me répondaient pas au début quand même. Hein. Et donc je mentais, j'aimais bien faire ça. Enfin, je disais on est là telle semaine et puis ils disaient ah mais je peux pas, mais par contre la semaine d'après, ah bah justement ça tombe bien, je suis là 2 semaines finalement. Enfin bref. T'as changé le billet de retour à chaque fois. Non mais... Et ils nous recevaient de manière vraiment sympathique, enfin, pour comprendre ce qu'on faisait. Et assez vite, ça a pris le lendemain, quoi. À la sortie des rendez-vous, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ou en vrai, pas plus, et c'est de voir que dès le lendemain, tu as un retour. Si, il y en a où on a vu qu'il y avait des exécutifs dans le meeting. En fait, on s'en est rendu compte pendant le meeting. Déjà parce qu'on l'avait croisé, il arrivait en Porsche. Ok. Je ne sais pas si ça fait une différence, mais on a vu le gars dans le parking en Porsche. On s'est dit, lui, bon. Et puis après, on a vérifié, il était effectivement important. Et par contre, il y en a d'autres chez qui on avait 15 chercheurs autour de la table qui étaient juste probablement là pour nous pomper. Ouais, enfin pour échanger. Par curiosité. C'était amical, probablement, parce que si on leur demandait... Mais en fait, là où tu étais avec des gens de la strate de la boîte, des exécutifs, des gens importants dans la boîte. C'est-à-dire que c'est intéressant à ce moment-là. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit avec tes associés. C'est-à-dire que, en gros, au début, vous avez décidé d'entreprendre parce que, en fait, vous aviez développé, je sais pas comment appeler ça pour des marqueurs. Enfin, vous aviez développé en tout cas, en tant que chercheur, un savoir-faire et que vous trouviez dommage que, en fait, ça soit pas que le grand public ou en tout cas que plus de gens n'en profitent pas, qu'effectivement d'autres chercheurs qui allaient lire vos papiers. Et là, en fait, tu t'aperçois. Est-ce que déjà avant, tu avais compris ça ou c'est à ce moment-là où tu t'aperçois, tu dis en fait, j'ai fait un truc où en fait j'étais en train de travailler indirectement pour ces énormes boîtes en fait pour leur strat en fait. Non, avant on se rendait pas compte du tout. Vraiment. C'est à ce moment-là. Ouais, grosso modo à ce moment-là où on voit qu'il y a beaucoup plus d'intérêt que ce qu'on pensait sur notre manière de faire. Et ça te fait quoi ça mentalement? Je crois qu'on est vraiment surpris en fait. Ouais. On regarde ça mais un peu comme des enfants, hein, parce que. Ah bon. Et on avait déjà choisi notre banque d'affaires par contre. On est allé en Californie avec IPTP, qui nous accompagnait à chaque rendez-vous. Donc en fait, c'est marrant parce que je ne sais même plus comment on le présentait, vu qu'on ne disait pas qu'on était là pour ça. On disait qu'il nous accompagnait sur la strat ou quelque chose comme ça. Et puis surtout, il ne fallait jamais le dire, en fait. C'était très étrange, ça. Bon, il y avait une sorte de danse qui s'opère, de ne pas dire pourquoi tu es là. C'est le premier qui propose, qui a gagné ou qui a perdu. Ouais. Et donc, il y avait Hubert qui était là avec nous tout le temps, dans tous les rendez-vous. Et après, on a volé directement de Californie à New York pour aller voir Spotify. Et le fait de se faire accompagner par une banque d'affaires, ça c'est un de vous associés ou c'est Bruno, le board, qui vous a conseillé, d'où l'idée est venue? C'est le fonds d'investissement. Ouais, et le board, hein. Mais c'est surtout le fond. Et ils avaient ce lien privilégié avec IPTP, qui avait déjà accompagné une ou deux de leur boîte. Ouais. Non, pardon, je vois le timing et je veux vraiment qu'on raconte toute l'histoire, mais
vous êtes, voilà, vous avez les premiers retours dès le lendemain. Et là, il va y avoir des premières offres. Ouais. Un peu plus tard, pour le coup. Ouais. Comment elles arrivent? Ça non plus, je me souviens pas dans le détail, mais on est retourné à New York plus tard. Bah, en fait, après, tu rentres plutôt dans un passage de témoins avec les avocats, Alors attends, non. Même pas. Non. Je me rappelle pas. Je me rappelle juste d'un jour où donc il y a un des acheteurs potentiel qui est venu à Paris nous voir. Ils sont tous déplacés. Belle marque d'intérêt. Quelques semaines plus tard. Et Spotify qui nous a dit, nous on peut pas venir, mais est-ce que vous pouvez venir lundi? C'était vendredi soir. Donc il y avait ce moment marrant où Christophe a appelé, et puis moi, je crois, genre, tu fais quoi lundi? Bah non, en fait, tu fais pas ça. Enfin, on part voir Spotify. Viens, on va tous à New York, évidemment, on les obligeait pas. Hein. Mais, et donc on est tous partis à New York pour discuter de plus avant avec eux. Et là, il y avait encore Hubert qui était là et qui s'est juste enfermé dans une pièce sans moi et qui a dit un montant. Et voilà, je trouvais ça... Enfin, moi, ça m'arrangeait bien parce qu'il a dit un truc que j'aurais jamais osé dire. Il dit combien? Je ne peux pas le dire, mais... Il dit plus ou il dit moins que ce que vous allez avoir à la fin? Pareil. Vous allez... Ok. Il y aura une offre bien en deçà d'un des acheteurs potentiels. Ouais, non, alors, c'était pas que une question financière. En l'occurrence, il y a aussi que l'offre... enfin, Spotify avait avait beaucoup de respect pour notre équipe. Donc, il n'était pas question de nous séparer, par exemple. D'autres boîtes pouvaient dire on va mettre les execs à tel endroit et puis les chercheurs à tel autre. Nous, on était là, en fait, vous avez rien compris. Si vous nous proposez ça, ça va pas du tout le faire. Il y avait toute une culture chez Spotify d'intégration, de nous défendre, nous défendre. J'exagère, évidemment, ils défendaient aussi leurs intérêts. Évidemment. Mais de respect, de la culture, et de finalement pas trop discuter. Après, la banque, la boutique M&A nous avait dit un truc qui s'est avéré vrai. Il nous avait dit, vous allez voir, c'est le Defender qui va gagner. Et dans le milieu de la musique, le Defender, c'est Spotify, qui sont probablement plus petits que les autres, que sont YouTube ou Apple Music. Enfin, je veux dire, YouTube et Apple sont beaucoup plus grands que Spotify, mais malgré tout, sur le monde de la musique, c'est Spotify le Defender. Et ils avaient besoin de défendre cette position, et il y avait l'émergence de l'intelligence artificielle à cette époque-là, fin du deep learning, et voilà, ils avaient une position qu'il fallait qu'ils tiennent, quoi. Oui, parce que peut-être qu'un Google ou un Apple, à ce moment-là, ils peuvent peut-être avoir peut-être plus d'arrogance, peut-être, et se dire on réfléchit, est-ce qu'on les rachète ou est-ce qu'on fait pareil, quoi. Ouais, alors que peut-être pour un Spotify, tout de suite, ils voient l'intérêt de créer de la synergie tout de suite avec vous, quoi. Oui, et puis c'était une grosse période d'acquisition aussi pour Spotify, hein, et je sais plus, dans l'année, ils en ont fait 4 ou 5. Donc ils avaient vraiment, déjà ils avaient du cash et ils avaient besoin de croissance beaucoup. Et alors au-delà du prix dans les négos, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes que la valeur et que le prix, que même l'argent que tu touches, il y a eu des sujets compliqués où vous êtes... Parce que là, j'ai l'impression que c'était super smooth. Mais est-ce qu'il y a des moments où vous êtes moins bien compris sur certaines choses et vous êtes obligé de... Alors, déjà pour commencer, le truc qui a tout facilité, c'est qu'on avait mis sur la dernière page de notre deck Happy to relocate. Donc, on était heureux de se déplacer, de relocaliser la totalité de la boîte. Toute l'équipe, tout le monde était d'accord. Et ça, on l'a dit avant même de commencer quoi que ce soit. C'était vraiment dans les decks, voilà. Et donc ça a facilité beaucoup de choses, en fait. Et après, évidemment, les trucs difficiles, c'est l'IP. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Ça me paraît classique. Être sûr que notre travail est bien notre travail.
En fait, je sais pas si vous en avez souvent parlé, mais il y a tout cet univers des garanties. C'est bien ça, comme ça que ça s'appelle, n'est-ce pas? Tu parles des garanties actifs passifs ou non, de tout ce qui fait que même après que tu es signé, tu peux soit rembourser des bouts, oui, c'est ça. Soit annuler complètement le deal. Et ça, tu as toute une liste infinie. C'est ça, c'est la garantie actif-passif, c'est la gap. Voilà, tu as une liste infinie de clauses que tu discutes, qu'est-ce qui va annuler quoi, etc. Et avec un compte de séquestre où tu mets une partie de l'argent qui s'appelle escrow en anglais. C'est toujours bizarre pour un Français. Où tu mets de l'argent au cas où il y a un litige. La question aussi de où va se traiter le différend juridique, qui est important. Ouais, en Suède. Ouais. En l'occurrence, puisque c'est suédois, Spotify. Mais c'est peut-être mieux qu'aux États-Unis, pour le coup, dans le choix des repreneurs. Je crois que c'est en Suède, mais je suis même pas sûr, j'avoue. Mais oui, c'est sûr que c'est mieux en Suède. Et l'argent était bloqué où? En France. D'accord. Ça aussi, non, mais c'est vachement important. Je crois que c'est notre avocat qui a proposé son compte de séquestre ou un truc comme ça. Ouais. C'est un bon choix. Tu commences à avoir la liste de toutes les clauses qui pourraient faire péter le deal, annuler le deal. Est-ce qu'à un moment, je sais pas, c'est quoi les questions que vous posez même entre associés? Est-ce qu'il y a des débats? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que ça, c'est vraiment important pour nous? Et si ça reste sur le deal, en fait, on n'ira pas? Non, il y a eu des débats de qu'est-ce qu'on dévoile. De quel ordre? Je crois que c'est même... Donc, avant de vendre, tu signes une exclusivité de 1 mois et demi ou 2 mois, le temps qu'ils fassent la due deal. Et je pense que c'est avant la due deal, c'est avant cette exclusivité, je ne me rappelle plus. Si la question de qu'est-ce qu'on dévoile alors qu'on n'est pas sûr à 100%, elle est très importante. Et je crois qu'à un moment, avec mes associés, on a décidé de faire on fait all-in et puis tant pis. On dévoile tout. De toute façon, s'ils veulent le refaire, ils le referont. Ils vont jamais nous attaquer sur notre marché à nous, qui était petit. Ouais. Et nous, on va pas aller sur le leur. Donc, on a... Ça, c'était un des trucs difficiles de décider ce qu'on dévoile pas. Ouais. Il y a l'autre sujet qu'on a abordé très brièvement. Je sais pas à quel point tu veux en parler, mais ces autres propositions de différents acteurs à qui vous allez finalement dire non. Pareil, ça pose comment on dit non, pourquoi on dit non, en sachant que on parle des plus gros groupes mondiaux, et comment on dit non en se disant on ferme pas entièrement la porte parce qu'on sait pas, même si on décide de partir dans les négos avec Spotify, comment à la fin ça va aboutir. Alors nous, on a dit non vraiment. D'abord parce qu'ils s'étaient vraiment alignés avec nos conditions. Ouais. Ensuite parce que la culture de l'entreprise, quand ils nous ont fait visiter, quand on est allé voir 2 fois, je crois, nous attirait vraiment beaucoup. Je sais à quel point ça s'est bien passé avec Spotify. Moi, ce qui m'intéresse, mais dis-moi si tu veux pas y aller. Ouais. Mais c'est ces moments où pour toi c'est des no-go, c'est des red flags chez d'autres. Et je veux pas que tu les nommes, c'est juste pour. Ouais, mais c'était pour moi, par exemple, séparer l'équipe. C'était un peu un no-go, quoi. C'était un peu compliqué. On l'aurait fait. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, on était tellement avancé qu'on aurait probablement en accord avec l'équipe, évidemment, puisque depuis le tout début du process, on était tous d'accord. Les 7, on avait prévenu tout le monde et tout. Et parenthèse plutôt, l'annonce à l'équipe. On commence à partir dans ce roadshow où il y a les premières touches. C'est quoi les réactions de l'équipe? Souvent, c'est très varié, mais des fois, on parle de boîtes qui sont 30, 50, 100, 200, 500. Là, vous êtes 7. Est-ce que c'est différent? Voilà, je veux bien que tu me racontes. Je me souviens plus très bien, mais je pense ils étaient plutôt tous contents. Il y avait évidemment des doutes dans l'idée d'aller vivre à New York. Ça a pu poser des questions pour certains. Ça fait des changements assez lourds.
Par contre, ça fait un saut de carrière assez énorme. En fait, une petite start-up à Paris ou un machine learning engineer à Spotify à New York, la carrière, elle est changée pour toujours. Je crois que tout le monde était plutôt très content, en fait. Quand on a... Ouais, il y a eu beaucoup de stress, par contre, pendant le process de due deal. Parce qu'on disait le maximum qu'on pouvait, mais en fait, moi, il y avait plein d'infos. Enfin, comment dire, si moi, j'étais stressé, c'est parce que j'avais aussi pas toutes les infos non plus, quoi. Et donc, je leur partageais tout ce que j'avais, mais eux, ils se sentaient pas forcément en contrôle. C'est marrant. Alors, j'ai un doute sur l'entrepreneur, donc je vais pas le citer, mais qu'on a reçu il y a pas longtemps, qui disait... à un moment, on s'est dit, attention, on a peut-être été trop transparent. Tu vois, cette culture de la transparence où à un moment, tu racontes tout, tu partages toute cette aventure de la session des négos avec tes collaborateurs, mais avec le risque qu'à un moment, si ça frotte, si ça se fait pas vite comme vous le voulez, en fait, tu mets les gens en tension alors que c'est un sujet sur lequel ils ont quasiment aucune prise. Ouais, ça a pas été, ça a été difficile un peu pour certains, mais de toute façon, on partageait le même bureau, donc ils me voyaient le matin, c'était pas possible je sais pas mentir, en fait, ça se voit sur ma tête. Et puis on pouvait pas leur dire, c'était dur de leur dire de continuer à travailler aussi, en fait. Parce que tu dis, on va tout refacto à la prod, oui, mais en fait, peut-être dans un mois, elle sert plus à rien. Donc je suis allé acheter une PlayStation. Ça, c'est génial. Et en fait, on a vraiment Donc été pendant un mois pause et tout le monde fait pas une pause partie. complète, genre on faisait gaffe parce que si ça ratait, Quand même, oui. Fallait assurer vis-à-vis des clients, mais les clients, on avait dû les mettre en pause quand même. On devait, pas en pause, pas ceux qu'on opérait. Dans l'acquisition de nouveaux clients. Voilà. Ouais. Vous avez mis pause sur des nouveaux développements, vous avez mis pause sur l'acquisition de nouveaux clients pendant le process. C'est-à-dire que si ça se fait pas, t'as perdu. On avait un mois et demi, ça allait, quoi. C'était pas horrible pour nous. C'était quand même faisable. On avait plein qui étaient dans le pipe, en fait, et on leur a juste dit, on est en train juste de reformuler un tout petit peu l'offre. Ce qui amène, la question que je me pose, c'est du coup sur quoi se joue la valo, parce que tu vois, t'es en process de négo, tout ce que tu vas rentrer normalement est censé avoir un impact sur la valo finale. Et en fait, de ce que je comprends, c'était pas le sujet de votre marché actuel, c'était toute l'intégration de la tech et de l'usage qu'ils allaient pouvoir en faire qui faisait la valeur de la boîte. Ouais, et plus que la tech, c'était notre manière de faire c'était vraiment notre manière de faire du machine learning. Plus que la tech elle-même. C'est vraiment une méthode de travail, le post de blog dont je parlais tout à l'heure, que principalement, c'est mon associé qui a développé. Pour une raison, quand même, c'est marrant. Sa femme devait aller vivre à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Ok, on ne peut pas faire plus loin sur Terre, d'accord? Donc mon associé, ça dépend d'où tu parles, mais oui, en l'occurrence, c'est depuis la France, c'est loin. Mais même depuis New York. Et en 2016, il doit aller. 2015, il va vivre là-bas, quoi. Mon associé. Et donc, en fait, on a dû développer une manière complètement décentralisée de faire de l'intelligence artificielle ensemble. En gros, une sorte de Hugging Face, quoi. Ultra simplifié, hein. Mais où on pouvait poster des expériences, mettre des modèles en ligne, les entraîner sur le cloud, etc. Et lui, il le développait principalement parce qu'il venait en avion régulièrement. Donc, dans ses 24 ou 36 heures de vol, il codait ces idées-là. Et cette manière de faire du machine learning complètement décentralisé et collectif, ça, je pense que c'est un des trucs qui intéressait quand même. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a transformé cette espèce de truc qui était difficile à vivre quand même. Hein, mon associé, notre associé qui s'en va à l'autre bout du monde, en quelque chose de plutôt positif. On l'a pas dit aux investisseurs quand il est parti. Mais attends, donc globalement, tu es en train de me dire que c'est la méthode de travail qui valait plus de 20 millions. Qui valait un prix que je ne
Oui, oui. C'était pas un piège, pardon. C'était pas un piège, promis. Mais... Pardon. Juste sur toute cette phase de négo, est-ce qu'il y a un truc que t'as pas partagé? Tu vois, la petite anecdote qui peut paraître insignifiante, mais qui peut dire beaucoup pour des entrepreneurs dans le vécu, le ressenti, Ouais, enfin, je pense que moi, j'étais vraiment très, très, très stressé d'avoir fait des erreurs dans la gestion de l'entreprise dans le passé, vu qu'ils vont tout regarder dans le détail, chacun des PV d'AG, chacun des PV de board, etc. Tout. Et j'avais peur qu'on ait fait des erreurs. Et donc, tous les jours, notre avocat vérifiait tout. Et tous les jours, on avait l'impression qu'il allait avoir quelque chose de très, très grave qui allait nous tomber dessus, qui allait rendre tout impossible. Alors qu'il y a des petites choses à ajuster, c'est normal. Voilà. Mais dans cet état de tension, ça paraît la montée où tu te dis, ça va tuer le deal, quoi. Voilà. Et en fait, je crois que c'est ma sœur qui m'avait dit à l'époque, non mais tu sais, ils ont très envie que tu travailles pour eux, vous avez envie de travailler avec eux, vous êtes une petite boîte, vous avez sûrement pas des énormes... Même s'il y a des trucs, ça va pas être énorme, vous allez y arriver, en fait. Calme-toi. Mais c'est parce qu'on était tout petit. Et avec un passé assez court, de 2013 à 2017. Ouais. On fait saut juste après le deal, si ça te va. Et on part avec Monsieur Bach. Alors, je vais pas essayer d'annoncer le titre, Das Walloperi, tu vois, clavier gelé, c'est le book numéro 1. Et c'est un prélude, évidemment, en do mineur. Ça, c'est quand tu montes les escaliers sur 60 étages. J'ai calculé, je crois que ça prendrait 45 minutes. Est-ce qu'il y a un peu de vertige à ce moment-là, peut-être au figuré, hein. Là-bas, quand on part vivre à... Ouais. Ah bah ouais, quand même, ouais. Enfin, on se retrouve quand même dans cette entreprise qui sert 200 millions, je sais pas combien d'utilisateurs par jour ou par mois, enfin, pour faire, on n'est pas encore très au clair quoi. Et on est à New York, une ville qu'on connaît mal. Enfin non, tout est nouveau. Je sais pas si c'est pour ça que tu as choisi ce morceau. Enfin moi en tout cas c'est ce que ça m'a fait ressentir. Alors c'est pour ça que le vertige. Ouais, un petit peu, ouais. Alors non, moi pour moi je l'ai choisi à cause parce qu'en fait c'est à ce moment-là chez Spotify, je me retrouve quand même à travailler moins qu'avant. Et qu'on s'arrête de travailler vers 17h30. Et que je me retrouve avec ce nouveau temps dans ma vie qui est que j'avais pas avant, entre 17h30 et 19h30, 20h, là. Et donc, je me remets au piano. Et avec une petite passion enfin, pas passion spécialement, mais j'aime beaucoup jouer du Bach, qui est extrêmement difficile à jouer souvent. Et c'est en particulier pour ça, parce que c'était la nouvelle vie faisait que j'avais plus de temps pour faire des trucs. Moins de pression. Ouais, beaucoup moins de pression, ouais, ça c'est sûr.
il y a toujours ce sujet. D'ailleurs, on fera quelque chose bientôt spécifiquement là-dessus, mais de l'intégration dans un grand groupe, la nécessité de bien préparer la boîte pour réussir l'intégration. Là, en l'occurrence, tu sais, alors je prends tes mots, hein, et je pense que c'est pas à ce point-là, mais vous savez même pas ce que vous allez y faire. Ça va se construire avec eux. Donc je pense qu'ils ont une culture aussi qui permet d'intégrer, de construire ensuite ensemble avec les acquisitions. Mais on a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui nous racontent à quel point c'est quand même c'est pas toujours la même culture, c'est rarement la même culture, et de tout ce que ça projette de friction, de déception, ou de perte d'envie parfois aussi des équipes, mais aussi de la part du fondateur ou des fondateurs, où t'as plus la main sur ce sur quoi t'avais la main avant. Tu veux compléter? Ouais, parce qu'il y a aussi la liberté. Toi, t'es chercheur, entrepreneur, et t'as fréquenté... Et pianiste. Et t'as fréquenté des artistes. Et donc, je pense qu'on peut pas avoir des profils qui ont plus l'habitude, on va dire, de la liberté. Et voilà, pour compléter, hein, vraiment, c'est pour ça que je me suis permis, Tom, c'est pour compléter la question, mais voilà. Tu es tout autorisé. Et là, tu arrives dans une boîte avec des règles, des process, une grosse organisation. Oui, c'est vrai. Sauf qu'ils en avaient bizarrement pas beaucoup. C'était très, très libre, en fait. Et puis, il y a la stabilité, quand même, en contrepartie, qui vaut des points à ce moment-là, quand même. Enfin, je veux dire, le fait d'avoir un salaire assuré à la fin du mois, qui était un peu moins le cas avant, ça rassure pas mal. Et surtout, ils nous ont laissé très, très libres de faire ce qu'on voulait. Ça nous a pris quelques mois de décider. J'ai plein de micro-questions, mais pour saisir le contexte et le contexte du deal, est-ce que tu peux nous partager déjà le temps sur lequel vous étiez loqué? Il me semble que c'était 3 ans. 3 ans, oui. Il faut préciser maintenant que tu vas rester 4 ans, donc on comprend que ça s'est bien passé. C'est pas toujours le cas. Mais dans la typologie du deal, c'était quoi le pourcentage en cash tout de suite? Ça, je peux pas. Même en pourcentage? Non. Ok. Mais on avait le choix. Vous aviez le choix. Vous pouviez partir plus tôt. Plutôt que les. Non. Non, ce que tu veux dire, c'est que en fait, tu avais le choix dans la proportion de cash et d'actions de Spotify. Ouais, mais ils n'étaient pas publics à l'époque. Enfin, ils n'étaient pas à côté. C'était différent. Ouais. Oui, mais tu savais, malgré qu'ils n'étaient pas à côté, déjà à cette époque-là, tu savais que c'était une boîte qui avait une valeur, qui cartonnait et qui allait être cotée à un moment ou à un autre, quoi. Tout à fait. Donc, Donc à ce moment-là, le choix se fait pas forcément. Souvent, on a des entrepreneurs qui se battent pour avoir le plus de cash possible, ou en tout cas une partie vraiment substantielle. Dans certains cas, quand tu te fais racheter par une super boîte comme ça, là, ça aurait pu être l'inverse. La réflexion, elle peut être dans les deux sens. Tout à fait. Oui, c'est clair. Oui, et puis il y a aussi une manière. Il y a une manière de dire qu'on y croit en prenant une partie en action. Ça fait partie aussi de la posture, effectivement, que tu montres à ton potentiel, à ton futur acquéreur. Tout à fait. Mais ne laissons pas entendre que même sur une boîte qui a l'air de tout exploser sur toute la décennie à venir, faut mieux tout prendre 100% en parlant en equity, parce que t'es jamais à l'abri d'une révolution, ou d'un Covid. Enfin non, mais voilà, tu vois, donc sécuriser au moins un petit bout. Oui, mais l'argent, pas un débat, mais l'argent en cash. Et dans une banque, ta banque aussi, à un moment donné, il peut se passer quelque chose, il peut y avoir, il y a des banques qui ont craché, ça arrivé dans l'histoire. J'ai tout mis sous le matelas. Mais même ça, mais le matelas, mais la maison, elle peut brûler, le matelas peut, tu peux mais tu arrêtes. Non, mais c'est vrai. Enfin, est-ce que, il vaut mieux avoir du cash ou des actions je veux pas faire de pub pour personne, mais Apple, par exemple. Un peu des deux, c'est pas mal. Non, mais c'est sûr qu'avoir un bout d'une entreprise ou d'un projet en lequel on croit, dans lequel tu bosses et en lequel en plus tu viens apporter. Enfin, je pense à ce moment-là. Enfin, je pense que peut-être que
quand tu as commencé, tu as eu tes premiers rendez-vous avec les différents potentiels acquéreurs, peut-être à ce moment-là, tu n'avais pas compris à quel point tu étais stratégique pour eux. Je pense que quand tu es en train de négocier la fin de ton deal avec Spotify, je pense que tu comprends comment toi, tu vas venir révolutionner, comment votre savoir-faire va venir aussi apporter de la valeur tout de suite dans leur business. On a une intuition. D'accord. L'intuition, c'est le plus important pour un entrepreneur. Pour comprendre la valeur, parce que là, c'est pas un produit avec une ligne que tu vends en plus à des consommateurs finaux. Donc, c'est-à-dire que les gens qui sont sur les autres plateformes, ils savent pas à quel point sur Spotify, on recommande mieux la musique. Enfin, tu vois, c'est un truc, on te le propose, donc tu te rends même pas compte, je pense, en tant qu'utilisateur, de la valeur que ça a. Et c'est pas monétisé en tant que tel. Donc, comment ça se traduit en valeur pour un Spotify? Même pour eux, c'est difficile à faire, mais je crois que c'est resté une acquisition qui a très bien marché. En fait, nous, on a été intégrés en co-créant, si vous voulez, avec une équipe qui commençait l'équipe qui allait faire la homepage de l'application. Okay. Je sais pas si vous voyez, donc je la vois très bien. Vous loguez sur l'app. L'autre jour, on a vu l'épisode de Pierre-Henri de Ballon cash out en une de Spotify. Voilà. Et donc, en fait, cette page était pas très... Auto-promo. Bien sûr. Attends, il faut. Cette page n'était pas tellement exploitée à l'époque et donc, ils voulaient la rendre beaucoup plus attractive. Ouais. Et il y avait une petite équipe et on a fusionné avec eux et on a mélangé nos cultures à ce moment-là, quoi. Et nous, c'était assez fou de dire, vous tenez là, prenez ce machin-là, que ce bout qui est hyper important, en fait. Et ils nous ont laissé totale liberté de refaire le design, refaire les algorithmes, faire tout ce travail sur cette homepage. En fait, tout le sujet, il est autour du temps de l'attention que tu arrives à conserver sur la plateforme, qui forcément augmente si de contenu en contenu, tu restes en fait sur un Spotify parce que le contenu, d'après le contenu que tu avais choisi, te plaît au moins tout autant. Ouais, il y a ça et il y a. Mais alors, ce qui est différent par rapport à la vidéo, c'est que c'est de l'écoute passive. Ouais. Donc en fait, on ne prend pas tant l'attention en réalité. Mais il y a un enjeu qui peut se retrouver, par exemple, plus sur... c'est un lieu de répétition, beaucoup, où vous allez faire la même chose tous les jours. La musique, c'est toujours comme ça, quasiment. On écoute tous les jours la même. Sur la même pendant un mois, et puis après, elle est en radio, ils disent qu'elle est burnée. Et après, on en retrouve une autre. Et puis, alors... Voilà, pendant qu'on y était, il y a eu le podcast qui est arrivé. Le podcast, c'est un rythme différent. Ouais. Donc, il faut, sur ces surfaces comme la homepage, réussir à trouver le bon équilibre, ouais. Entre du contenu parlé, du contenu radio, et puis maintenant, ils ont pas radio, du contenu musical. Et là, ils ont sorti les audiobooks il y a un mois ou deux, quelque chose comme ça. Donc, tout ça, il y a un côté éditorial, parce qu'ils ont plein d'éditeurs en plus, donc dans tous les pays, donc il faut aussi la partie humaine, la partie algorithmique, toutes ces choses-là à travailler. Et on a aussi travaillé à aider, parce que c'était pas que nous, à aider à modifier tout l'outillage machine learning et intelligence artificielle de l'entreprise. Pour faire ces 4 ans passés chez Spotify, est-ce qu'il y a deux, trois moments clés tu vas sur ta place d'entrepreneur dans un grand groupe, ta compréhension de ce marché que tu connaissais moins, nouvelles envies peut-être aussi qui commencent à émerger ou un manque du pays, parce qu'aujourd'hui t'es de retour ici. Enfin, voilà. C'est quoi c'est cette phase de 4 ans? C'est long, 4 ans. Et c'est en fait le temps aussi que vous avez passé à créer avant. Donc, ça a passé autant de temps chez l'acquéreur qu'à créer la boîte. À peu près, ouais. Dont 2 ans et demi à New York. Les moments clés, je me souviens, je crois, de notre arrivée à tous. On est tous arrivés en même temps, vers le 2 octobre. Et puis, on se retrouvait comme ça dans la cafétéria énorme de Spotify à regarder les frigos et à faire... Il y avait des millions de petits justilés, comme on appelait ça.
vous voyez, enfin, c'est des trucs avec soit du thé vert, soit du thé froid, des machins, du kombucha. Des matcha. Et donc, on avait un truc, c'était un justilé par jour, je crois. Donc, on les testait tous méthodiquement. Enfin, on avait fait un tableur Excel pour pouvoir en machine learning détecter que si tu avais aimé tel thé, eh ben, tu aimerais aussi tel autre. Donc en fait, c'est une entreprise Disneyland. Bah, celle-là, non. Enfin, oui, de toute façon, c'est la culture aujourd'hui de faire ces lieux ultra conviviaux et tout ça. QVT, qualité de vie au travail. Exactement. On avait une qualité de vie de ma boule. Ça, c'est vrai. Et donc, ouais, pardon, on t'a coupé. Il y avait ces moments où on était tous un peu comme ça, quoi. Genre, qu'est-ce qu'on fait? On est là, c'est incroyable. Puis C'est quoi l'onboarding le premier jour? Excuse-moi, mais t'arrives là-bas, t'as quelqu'un qui est chargé de vous faire tout découvrir, de vous dire où sont vos bureaux, de te présenter l'équipe de chercheurs. Enfin, comment tout ça est organisé? Non, c'était avant. C'était avant, quand on était encore en France, parce qu'il a fallu faire les visas. Okay. Donc, on a fait l'acquisition en mai, on a bougé en octobre, ça, c'est le temps du visa. Et là, il y a une personne qui s'appelait Amanda, qui était chargée de nous aider à nous onboarder, plus mon manager qui nous demandait de faire un plan sur 3 mois. Comment est-ce qu'on va intégrer enfin, comment on va s'intégrer, quoi. Et c'est vous qui faites le plan? C'est nous qui faisons le plan. C'est intéressant comme approche, parce que d'habitude, le repreneur a au moins un début de plan où tu le co-construis. Là, vous dites, faites-moi une proposition. Ouais. On fait une proposition, mais à la fin, quand même, ils nous ont fusionné avec cette homepage. Donc, à la fin, ils avaient leur plan quand même. mais au moins, tu dis, on notre avis compte. Ouais, et c'est important, c'est que 3-4 premiers mois, il y avait aussi pour les chercheurs et les développeurs prendre en main la stack technique qui n'avait rien à voir avec la nôtre, quoi. Il y avait la même culture derrière, mais les outils, c'est pas les mêmes. Je reviens sur cette journée. Tu as des milliers de justilés face à toi. Avec qui vous échangez? Salut, moi c'est Damien. I'm the French guy. En fait, on était dans l'équipe de personnalisation qui était assez grande déjà. Et on avait nos voisins de bureau, je crois. On parlait avec eux et on les avait rencontrés en visio avant et même sur place. Mais ouais, je crois qu'il y a beaucoup de discussions avec tous ces gens qui faisaient déjà les algos de tous les produits, parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, mais il y en a à plein d'endroits, des différents. Et je crois qu'on discute avec ces gens. Ouais, on avait quand même notre petite réputation de l'équipe de Français à l'époque du 7e, je sais plus à quel étage, bref. Et on essaye de faire des trucs et de se comprendre. Et on prend la culture quand même beaucoup, petit à petit, quoi. Mais ça a pris du temps. Comment tu résumerais la culture à l'américaine chez un Spotify? Qu'est-ce que tu as gardé en fait de cette expérience? Qu'est-ce que tu as appris? Parce que ça aussi, enfin, de toute façon, dans la vie, on continue toujours d'apprendre, mais là-dessus, spécifiquement pour l'entrepreneur que tu es, peut-être pour le chercheur aussi, cette phase-là, c'est aussi une phase d'apprentissage. Et même quand ça se passe pas bien, c'est aussi des sujets d'apprentissage. Ce que j'ai gardé, en fait, déjà, c'est plutôt une culture suédoise qu'américaine. Ouais. Donc, c'est une culture du consensus où quasiment on ne dit jamais aux gens ce qu'ils doivent faire. Et les décisions sont collectives. À quelle échelle? Parce que dit comme ça. Il y a un mécanisme. Je n'ai pas été dans d'autres entreprises de cette taille-là, donc je ne sais pas, mais il y a un mécanisme de montant-descendant, si vous voulez. Avec les chefs qui donnent des grands paris à 5 ans, 10 ans, puis plus tu descends dans l'échelle, plus le plan va être à court terme, mais qui récupère aussi les idées d'en bas. Et il y a une longue phase de négociation chaque année et chaque trimestre quand même, qui est super intéressante. Et puis moi, j'ai gardé toute la culture du management qui maintenant est plus connue en France, quoi, mais ce qu'ils appellent le servant leadership ou quelque chose comme ça, où on est là plus pour accompagner nos reports et pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire demain. Donc, il y a toute une culture de laisser
décider ensemble de ce qu'on va faire plus tard, enfin de ce qu'on va faire dans le sprint qui vient. Donc il y a toute cette organisation en squad. J'ai gardé le management et l'organisation beaucoup en fait, mais j'ai pas encore réellement essayé de le mettre dans une de mes entreprises vu que j'en ai pas fait d'autres. Bon, on va parler de la nouvelle vie. Je pense juste à ce qui va te ramener en France et ce qui à la fin fait que tu vas te dire bon, parce que t'as pas de nouveaux projets entrepreneurial, t'as plein d'autres activités. Enfin, tu occupes ton temps malgré tout, mais tu vas décider de sortir. Et ce moment où, pareil, ce moment où tu crées ta boîte, ce moment où tu l'avances, ce moment où tu sors de chez le repreneur, c'est des moments clés. Ouais. Je veux bien que tu me parles juste de cette réflexion-là. Ouais. Et après, on part en musique pour parler de la nouvelle vie. Eh ben, alors déjà, il y a un moment qui est probablement février ou mars 2020, je ne sais plus, dont on se souvient tous. On lance un nouveau produit qui s'appelle Shortcut. Si vous regardez votre homepage, vous voyez que vous avez 4 mini-trucs tout en haut, là, qui sont une sorte de prédiction de vos prochaines écoutes. Il te propose musique, podcast. Non, ça. Ah, pardon. Ici. Bon, ok, il y en a 8. Les auditeurs ne voient pas. Ouais, à l'époque, il y en avait 6. Ok. On lance ce mais tout le monde voit à peu près. Ok. On lance ce produit le jour où Spotify. T'es pas abonné Cash Out? Non, je. Non. Non, je rigole. Mais si. Ah non. Non. Donc on lance ce produit qui nous avait pris. On arrête. Non, je rigole. Pardon. Qui nous avait pris 6 mois de travail. Le jour où Spotify dit tout le monde à la maison, vous revenez plus travailler. Donc on lance le truc. Moi j'avais été acheter des bouteilles de vin, de champagne et tout. Elles y sont, enfin plus maintenant, mais elles y sont restées parce que en fait tout le monde s'est barré le jour du lancement. Et moi-même, c'était pas encore confinement. Moi je me suis parti en week-end à Montréal. Pendant que c'était pas encore confinement, mais on ne devait plus aller au travail. Et en fait, je suis parti en week-end à Montréal et je suis jamais rentré. Je suis jamais rentré chez moi à New York, jamais. Parce qu'il y a eu le confinement, je suis resté à Montréal et après je suis rentré en France. Et en fait, tout ça a fait que c'est arrivé assez naturellement en fait que je rentre en France. Et Spotify m'a accompagné en plus dans le fait de venir travailler depuis la France. Il y a plusieurs de notre équipe qui voulait rentrer travailler en France et Spotify était d'accord. Il en reste. Hein. Il y a Aloïs qui travaille à Paris, Raphaël Estrac qui est à New York, lui, pour le coup. Et chez nous, il en reste 2 qui travaillent encore chez Spotify. Et donc, arrivé en France, tu peux encore bosser pour Spotify et à un moment, il y aura ce dernier... Ouais, il y a le fait que je pense, enfin, c'était le bout d'une période. J'ai souvent des périodes de l'ordre de 4-5 ans, en fait. Une thèse, des post-docs, après une entreprise, après ça. Donc ouais, non, au bout de 4 ans, ça semblait être un bon moment à la fin du Covid de changer. C'est intéressant et je sais pas si c'est lié à ta casquette de chercheur, mais on a l'habitude d'avoir des entrepreneurs, même s'ils voient loin, qui au quotidien sont très pressés. Et cette échelle, enfin cette approche du temps par si grand cycle de 4 ans, m'interroge sur la suite de ta vie et on va y aller pour parler justement, et c'est celui-là, hop, pour parler de ta nouvelle vie. Donc c'est Meta Wild de Rocio, c'est ça, Berenger, Rocio Berenger et Kilasson. Ouais. Je l'ai peut-être pas bien prononcé. Si. Become the shape you're looking for. Will appear. At some point will appear. Hunting eyes. Look longer. Watch out. Keep an eye on details. Stretch your attention to the limits of perception. Stretch your attention to the limits of perception. I'm Meta Wild like Metamorph. I'm Meta Wild like Metamorph. I'm Meta Wild like Metamorph. I'm Meta. It is here. It's there. Somewhere. Around. Must appear.
Mr. Beer. Move faster, quick, run, stop, don't move. Keep your eyes wide open, wider, snake detention. Non, mais c'est une playlist que tu nous as... Ah, j'ai passé du temps. Hein. Ah ouais. Non, mais ça recherche... J'en connaissais aucune, déjà. C'est pointu. C'est comme ça, non? C'est comme ça, moi, que je qualifierais... Ouais, bah après, je sais pas, j'ai des goûts musicaux assez... Bah après, j'aime beaucoup les Beatles. Hein. C'était pas un jugement sur les choix, non, c'est très pointu, assez désynchronisé aussi, pas mal, je trouve. Ouais, bon, c'est mes goûts. Et puis, c'est aussi que c'est des morceaux qui représentent à chaque fois quelque chose. J'ai pas forcément choisi pour l'atmosphère, si, encore que, mais ouais. C'est toujours des morceaux qui représentent quelque chose. Et c'est justement celle-ci, elle raconte quoi? Là, en l'occurrence, c'est ma compagne qui fait donc du théâtre. Et ça, c'est un extrait de sa dernière pièce qui s'appelait Bad Weeds, qui me permet de faire un lien avec plusieurs choses que je fais en ce moment. Donc ça s'appelait Bad Weeds et je trouve ça assez drôle. C'est donc un groupe d'humains qui ont décidé de se transespécier en mauvaises herbes. Ok, qui ont trouvé que la vie d'humain c'était pas assez le futur, que en fait la vie de mauvaises herbes c'était mieux. Et donc généralement les mauvaises herbes on les coupe. Et donc la pièce est évidemment une réflexion sur qu'est-ce qu'une mauvaise herbe, comment est-ce qu'on décide de classer quelque chose du côté mauvais, etc. Et là il y a Metawild, il y a une réflexion sur le sauvage et la nouvelle wilderness ou quelque chose comme ça. Et ces personnages qui sont des espèces de nounours pleins d'herbes sur scène qui dansent principalement sur des musiques qui ressemblent à celle-là. Donc ça, c'est des musiques qu'elle a écrites avec Kilasson, qui est un rappeur français, et compositeur et producteur. Et il y a donc c'est une pièce très, on va dire, en même temps écologiste, mais avec tout un truc sur l'identité et sur la technologie aussi. Et donc ça me touche directement parce que d'une part, donc moi j'essaye de travailler aujourd'hui sur parfois des solutions technologiques à des problèmes d'ordre écologique ou sociaux ou à des solutions non technologiques. Et en plus, je fais des algorithmes de LLM avec ma compagne qu'elle met, elle, sur scène. En fait, elle interagit sur scène avec des bots depuis 10 ans. Donc, elle a fait avec GPT-2, avec machin, il y a très longtemps. Et du coup, je m'amuse beaucoup. Tu peux peut-être dire qui est ta compagne? Ah, Rocio Berenguer, pardon. Qui donc, cette pièce était jouée l'année dernière au Théâtre de la Ville. Et elle tourne encore, mais j'ai pas de date en mémoire, là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qu'on reçoit. Alors, il y en a beaucoup qui repartent très vite et des fois ils nous disent je suis quand même reparti très très vite et j'aurais peut-être dû prendre le temps de souffler après la session. Mais beaucoup aussi qui décident, je pense notamment à Wallet et quelques autres qui ont décidé de mettre leur temps, leur argent, leur cerveau au profit de projets, je sais pas qui les dépasse, c'est même pas le mot que j'utiliserais, mais de plus de sens, de plus d'impact. Et tu vas disséminer ça un peu partout dans ta vie, dans ton quotidien, et même de l'impact plus personnel. Avec je sais pas si je vais en venir, mais aussi avec du temps pour ma famille et ma fille. Ouais. Prendre le temps. Enfin là, pour moi, j'ai arrêté en 2021. Donc déjà prendre du temps pour moi, c'était important. Et prendre le temps de penser à ce que je voulais faire après. Et oui, et du coup, j'ai cherché des endroits où mon savoir-faire, ma personnalité ou je sais pas quoi, était utile. Il y a plein d'endroits, même dans l'impact ou dans la technologie, où il y a plein d'autres gens qui feront ça beaucoup mieux que moi, et c'est pas si facile de trouver un endroit où je me sens vraiment utile.
Et oui, donc j'ai essayé de trouver des projets qui avaient une importance soit écologique, soit sociétale ou sociale. En l'occurrence, avec, par exemple, un que j'aime beaucoup, c'est Liqumitted, qui est une entreprise qui fait de la, disons, détection de fuite dans les réseaux d'eau des villes par intelligence artificielle. Et quand tu vois tout ce qui est gâché, c'est dingue. Ouais. On perd entre 30% de l'eau dans les canalisations. Et ils ont une super équipe, un projet qui marche bien. Ils viennent de lever des fonds. Enfin, ça se passe vraiment super. Ils sont dans plusieurs pays. Je crois que pour l'instant, ils économisent l'équivalent de la consommation d'eau de la ville de Bordeaux, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est des projets où je suis dans le board et on a vraiment une communication très agréable ensemble. Et les LLM avec Rocio, donc ça me permet de me garder au cœur de ce qui se passe en ce moment de technologie. Je m'en étais vraiment beaucoup éloigné après Spotify, et là, je suis revenu par les LLM. Et à quel point il passe 2 ans et est-ce que c'est comme le vélo et en fait ça s'oublie pas et tu reprends vite la main, ou c'est montagne pour se remettre à niveau Non, ce qui est drôle, c'est que, alors déjà, c'est pas 2 ans, parce que moi j'ai arrêté de coder en 2014, je pense. Ah oui. Je faisais juste de la réflexion sur les algorithmes, mais je les codais jamais avec les associés, Christophe, Johan et les employés. Tu me les recites pas tous, s'il te plaît. Non. Et donc là, en fait, ce qui est drôle, c'est que la stack de Niland, ce qu'on a créé à l'époque, qui nous a pris des mois et des années, maintenant, je pense qu'en 2 semaines, tu l'as refait en entier, en fait. Tellement les outils se sont démocratisés, sont devenus partout présents, etc. 2 semaines, peut-être que j'exagère, hein, peut-être c'est 2 mois, je sais rien. Mais et donc là, les outils disponibles pour faire des trucs tout seul chez soi sont monstrueux. Et ça n'arrête pas de changer. Donc, ce qui est drôle à travailler avec des artistes, c'est qu'ils demandent toujours le truc qui n'existe pas. Et donc, je suis toujours à la pointe de ce qui se fait. Je dois suivre Hugging Face sur Twitter pour savoir ce qui vient de sortir pour pouvoir l'utiliser à chaque instant. Et voilà. Et puis sinon, non, je suis aussi engagé avec une association qui s'appelle Opération Milliard. C'est un mouvement citoyen qui a pour but de lever 1 milliard pour une transition écologique juste. Et en gros, l'idée, c'est de financer tous ces projets qui, soit des associations, soit des coopératives, soit des entreprises, qui, pour des rendements parfois plus faibles, des structures capitalistiques différentes, parce que c'est des coopératives, ou ne trouvent pas à lever des fonds. Passer à l'échelle du coup. Lever des fonds, trouver de l'argent en fonds propres. Parce que trouver des prêts, il y a beaucoup d'acteurs qui le font dans l'économie sociale et solidaire. Mais en fonds propres, c'est plus difficile. Et donc là, on est engagé, on est très nombreux, on est 180, je crois. On est engagé à comprendre les besoins des investisseurs institutionnels et particuliers. Où est-ce qu'ils veulent mettre l'argent et dans quoi? Et les besoins de l'autre côté des projets et comprendre pourquoi cette passerelle se fait pas, quoi. Et c'est une transition parfaite, mais typiquement, tu l'évoquais tout à l'heure, il y a un avant et un après la session, et notamment ce sujet du cash, et donc d'une liberté financière aussi. Et en même temps, tu nous as dit, moi, je peux vivre à la montagne, j'ai pas besoin pour ceux qui sont uniquement sans l'image et en audio, t'es là, oui, mais quand même. Mais tu t'es dit, pareil, je vais investir là et là dans des boîtes à impact. Je vais. Qu'est-ce que t'as. Enfin, je te la pose comme ça, mais globalement, comment t'as décidé d'allouer ce sujet financier? C'est une question difficile où je me galère vraiment beaucoup. Ouais. Donc depuis le tout début, j'ai envie de mettre ça dans des entreprises qui servent à quelque chose. Enfin, qui servent, il y en a plein, elles servent à quelque chose, c'est pas ça, mais qui veulent changer un peu la manière de faire. Et c'est très dur à trouver dans l'institutionnel classique. Hein. Alors, il y a les critères ESG, il y a toutes ces choses-là, mais parfois, quand même, il y a beaucoup de greenwashing là-dedans. Et j'ai mis dans des foncières agricoles, par exemple, pour faire mon vie, pour passer en bio, aider des agriculteurs à s'installer, à passer en bio. Je mets dans des sociétés à impact, comme ça. Investisseur en direct, j'aime pas le faire. En fait, j'y arrive pas très bien.
À part Leak Meted, j'ai du mal à le faire. Sinon, quelques fonds impact. Mais c'est pour ça que je me suis mis dans l'opération milliard en particulier. C'est parce que je vois que j'arrive pas à trouver la bonne manière de craquer faire. de trouver. Il y a un moment l'envie quand même de repartir. Je sais pas, t'as quel âge? Je t'ai pas demandé. 45 ans. 45 ans. T'as cette envie à un moment quand même de dire c'est cool d'aider des projets, d'accélérer des projets qui sont à impact, mais t'as souvent ce sentiment, j'ai aussi envie de mettre les mains, de remettre les mains dans le cambouis et de relancer quelque chose. Ou c'est quelque chose que t'exclus parce que maintenant t'as aussi peut-être envie de profiter du temps. On en parle souvent. J'ai du mal à mettre Ouais, on en parle souvent avec mes associés. On a réfléchi 1000 idées, vraiment 1000 idées dans toutes les verticales industrielles, logicielles. Et c'est pas si facile pour moi, en tout cas, de trouver le projet qui me tient à cœur. Et ma disponibilité actuelle vis-à-vis des gens, j'aime beaucoup ça. Donc, quand on me demande, tiens, tu pourrais pas faire ça? Je suis là, ouais, je peux prendre le temps de le faire. Et pour le coup, c'est peut-être ça le principal intérêt d'avoir une liberté financière, c'est le temps, en fait. C'est la disponibilité que je peux donner aux gens et à des projets. Après, moi, j'adorerais un jour faire un truc industriel. Tu vois, enfin, je suis passé de la recherche avec des algos qui finissaient dans des papiers. Après, on les a fait pour de vrai, pour servir des gens. Maintenant, j'aimerais bien voir ce que c'est que de faire du physique. Mais bon, ça, le saut, il est vraiment, vraiment, vraiment dur, quoi. Et pourquoi faire? C'est là où tu sais que tu es entrepreneur. Quand tu fais des sauts comme ça. Oui, c'est sûr. Faire un truc trop difficile. Et en même temps, dans tous les enjeux de l'industrie aujourd'hui, il y a sûrement 2-3 trucs à craquer avec des bons algos. Ouais, ça, j'ai discuté avec quelques boîtes qui font de l'industrie et du machine learning. Et à chaque fois, c'était super intéressant. Les idées qui leur étaient venues au contact des problèmes physiques, quoi. Des problèmes, mais que du coup, de l'extérieur, c'est impossible de trouver. Et comme ça, je pense que pour beaucoup, la construction d'un algorithme, c'est assez abstrait. Et tu l'as dit, moi, à la fin, je codais pas, je pensais. Non, mais il y a plein d'innovations, mais complètement dingues, qui sont nées de théories ou d'idées qu'ensuite on va chercher à rendre concrètes et voir si effectivement ça se fait. Mais comment tu décrirais la manière de penser un algo? Un algorithme en machine learning, en fait, c'est juste d'écrire des entrées et des sorties. Donc, qu'est-ce qui rentre dedans et qu'est-ce qu'on essaye de prédire? C'est juste ça, quoi. Ouais, c'est simple, t'as raison. Mais non, mais je prends... Regarde, en entrée, je vais prendre tout ce que tu as écouté depuis 3 mois sur Spotify. Et mon but, ça va être de prédire ce que tu vas écouter demain. C'est le problème spécifié comme ça, il est ultra simple. Et je sais que c'est mes seules entrées et sorties de l'algo. Et là, tu as ce qu'on appelle un système que tu peux entraîner, puisque je peux utiliser tout ton passé, prendre un mois avant-hier, et vérifier que j'ai bien prédit ce que tu as écouté avant-hier. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Donc en fait, là, c'est ça qu'on fait aujourd'hui, c'est des systèmes apprenants, où tu leur montres plein d'exemples avec des entrées et des sorties justes, et il va se configurer tout seul pour arriver à un résultat que tu espères correct et qui se mesure. C'est différent de ce qu'on faisait avant, qui était plutôt des recettes de cuisine, qui était de dire je vais prendre un peu de rock, un peu de pop, parce que tu aimes bien ça, et puis je vais touiller ensemble, etc. Et puis un morceau rock pop, ça fera le job. Exactement. Qu'est-ce que tu aimerais partager typiquement? On va sortir de ce tournage et ce soir, parce que tu penseras encore à nous maintenant que tu es abonné, tu vas dire « Oh, c'est quand même con de ne pas leur avoir partagé ça ». À tous ces entrepreneurs qui m'écoutent, déjà à nous, hein, parce qu'on s'abreuve de vos paroles aux uns et aux autres, mais on s'inspire. Ouais. Tous ces entrepreneurs-là qui sont peut-être justement en pleine phase de négo ou dans l'intégration de la boîte et beaucoup dans l'après. Sur des gens qui seraient particulièrement à ce stade-là? Ah non, mais c'est juste pour dire, là, tu vas arriver chez toi, tu dis,
je leur ai pas parlé de ça. C'est quand même dommage. Bah, non, c'est hyper dur, vraiment, parce que notre histoire, enfin... Elles sont toutes tellement uniques, différentes. Ouais. Je te demande pas un conseil bateau, c'est de ton aventure. Le sujet là où on n'en a pas parlé, c'est quand même dommage. Non, je crois qu'on a à peu près parlé de tout. Moi, j'ai un truc. Ouais. Allez. T'as dit qu'au départ, personne voulait de toi pour la levée de fonds, mais je crois que t'as eu aussi le sujet avec des banques qui avaient pas du tout envie de vous suivre. Ah, ouais. Oui, bah ça c'était drôle en 2016, quand on était une boîte de 7 avec 400 000 € de chiffre d'affaires, je crois. Et qu'on allait voir des banques d'affaires pour dire on va se faire acquérir et vous savez quoi, ce sera par un GAFA. Pas loin. Ils sont mignons avec leurs cheveux longs et leurs t-shirts. C'est ça. Et non, les banques, en fait, elles comprenaient pas. Les boutiques M&A plutôt, ouais. C'est comme ça qu'on dit. Et il y avait juste, je vais encore citer des gens, je suis désolé, mais il y a vraiment que IPTP qui avait compris ce truc de les boîtes sont sous-valorisées, les boîtes tech en France sont sous-valorisées, probablement. Et en tout cas, certaines. Ouais. Certaines, bien sûr. Et le monde a changé probablement par ailleurs, mais en trouvant les bons acquéreurs et à l'étranger en général, on trouve on peut construire des belles histoires. Donc. Mais bon, si j'ai envie que les gens partent avec quelque chose, c'est que le monde en 2100 commence vraiment à sentir la merde. Donc, quand on fait des choses au quotidien, là, il faudrait vraiment y penser tout le temps. Donc, en entrée, beaucoup d'émissions carbone, en sortie, plus de degrés. C'est pas malheureusement, il n'y a pas d'algorithme. Voilà. Non, parce qu'on sait déjà ce qu'il faut faire. Il faut juste le faire. Mais typiquement, tiens, alors ça, c'est plus philosophique, mais tu as bossé dans les algos. Aujourd'hui, on a des algos un peu partout qui nous poussent aussi de la merde. Non, mais enfin, disons-le clairement, et je pense qu'on est tous d'accord sur le constat. Mais peut-être qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que citoyen, tu as soit une réflexion, soit envie de passer des messages sur une autre approche de l'algorithme, du partage de l'information, de la justesse de l'information qui est partagée. Parce que à la fin, c'est des sujets de citoyenneté, de durabilité et peut-être d'avenir simplement de l'humanité. Et à minima, avant de parler de 2100, de notre avenir commun déjà dans les prochaines années. Non, moi j'ai l'impression que les algorithmes sont juste des choix politiques. Il n'y a qu'à voir la récupération de Twitter, comment Twitter a changé pendant ce temps. Il n'y a qu'à voir les algos d'Instagram où ils savent que ça détruit les vies d'adolescentes. Ils le savaient depuis longtemps. Ils s'en fichent. Je veux dire, bon, c'est que des choix politiques. L'algorithme, une fois qu'on décide de le faire différent, on peut le faire différent. Si je veux que les gens passent moins de temps sur Instagram, je peux écrire l'algorithme enfin moi ou eux, pas moi. Non, mais ça veut dire que en fait le choix il est politique, il est financier aussi. C'est plus de temps je les garde, plus je peux monétiser leur présence sur ma plateforme auprès d'annonceurs. Donc dans cette double dimension de technique, d'algorithme et de ce qui est possible de faire, la vision plus business et comment on arrive peut-être à marier les deux pour faire des boîtes qui certes sont rentables, durables, etc., mais pas au détriment de notre vie. Ben ouais, il y a des bons exemples. Enfin, je pense que Spotify n'est pas un mauvais exemple, mais il y a la radio broadcast aussi. Enfin, il y a des programmes d'une qualité infinie qui arrivent à réunir des millions d'auditeurs. Ils n'ont pas besoin de détruire la vie des gens pour avoir des millions d'auditeurs. Donc, je sais pas, oui, sûrement, on peut promouvoir du contenu de plus grande qualité et probablement pas faire autant d'argent. Je pense pas. On peut s'arrêter là-dessus. À part que on va s'arrêter réellement sur la musique que tu as choisie pour nous dire comment tu as fêté le deal. Ça fout, oui. Ça, c'est pour mon associé Christophe. Et alors, je vois qu'il y a pas mal de paroles, donc je te propose de nous raconter d'abord pourquoi tu as choisi celle-là. Tu nous racontes la célébration et ensuite on envoie.
c'est pas la célébration en soi, mais c'est que quand on est arrivé à New York, on allait, Christophe, qui est fan de hip-hop et de trap, allait régulièrement dans un club qui s'appelait le Kinfolk, qui était, je sais plus où exactement, à Brooklyn. Et j'ai des soirées, on a passé des longues soirées là-bas à écouter du trap. Et donc, c'est pour lui, voilà. Et donc, c'est Memo, Young Thug. On envoie. We got London on the track. We got London on the track. I'ma pull up on a nigga, bitch, and my bitch will shoot. I got 20 chains on me, they gon' chill just like some deal. Sheesh, sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Right, they know the memo. Stick it, stick it. Nigga, stop playing, you know the memo. Yeah, look at what she said, she know the memo. Yeah, she know the memo. Check my swag, check my bag, filled with cash, nigga. Smooth, 100 bands in my pants, check the stash, nigga. Hey, yeah, she bad, right that last, no some rain, hey. Break her heart, write your name like a cash, yeah. Prince and condo belt is not no grass, no. Take it out the cat and beat that ass, whoa. You cut my juice, I'ma pull up and shoot. Un immense merci, Damien. Merci à vous. Pardon, t'étais ambiancé. Méditation. T'étais à New York avec ton associé là. Merci, un immense Damien. merci pour le partage. Et du coup, si comme Damien, vous n'étiez pas abonné avant cet épisode, bah, sachez que toutes les semaines, on reçoit des entrepreneurs fabuleux dans des domaines d'activité toujours très différents. Et en fait, il n'y a pas une histoire qui se ressemble. Donc venez les découvrir, c'est précieux. Merci à toutes et tous. Et merci évidemment à toutes celles et ceux, à tous ceux qui étaient autour de cette table aujourd'hui. Merci. Merci. Yeah, she know them. I don't play on author, but on moonwalking. I know who will catch a body, I know who